Oui, allez-y. En 2019, l'exclusion de l'ensemble de l'opposition a permis au président Patrice Talon de verrouiller totalement notre pays au niveau politique. Verrouiller. Totalement. Vous savez, en 2019, le fait que l'opposition n'ait pas eu de députés à l'Assemblée nationale a permis aujourd'hui une caisse de résonance inique et unique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aucun membre de l'opposition n'est à la Sénat. Aucun membre de l'opposition ne se trouve à la Cour constitutionnelle. Aucun membre de l'opposition ne se trouve dans les démembrements qui vont conduire au processus électoral. Et vous voulez me faire croire à moi que c'est légal? C'est-à-dire que le président Patrice Talon, le gouvernement en place, le président du gouvernement en place, il favorise essentiellement les gens selon ses intérêts? Bien sûr. Est-ce que l'opposition a été véritablement exclue en 2019? Est-ce qu'il y a eu exclusion ou incapacité de l'opposition à compétir? Non, écoutez, vous savez, ce que je trouve assez invraisemblable dans les pays africains, c'est qu'à chaque fois, nous jouons avec des questions de loi, des questions juridiques. Si quelque part vous faites bien, mais laissez les gens compétir. Je vais vous dire, si le président Yahi Boni avait voulu empêcher le président Talon ou n'importe qui d'autre de compétir en 2016, il aurait mis des lois d'exclusion. Il faut qu'on arrête un peu de nous prendre tous pour des imbéciles. On a tous un cerveau pour réfléchir. En 2019, la question du quitus fiscal et tout ce qu'il en a décliné, c'était pour empêcher l'opposition. C'était un plan, à mon avis, qui était bien pensé. Si vous éliminez l'opposition, ben vous avez un Parlement qui est aux ordres, des députés nommés par le président Talon, et qui ont fait en sorte que ce bateau puisse continuer à voguer sans remous. Après, vous savez, j'entends bien souvent cette litanie qui veut dire que ne pas aller à des élections, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Il faut absolument aller aux élections parce que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Les absents ont toujours tort. Voilà, mais dites-moi, qui nous a balancé cette litanie grotesque? Je ne vais pas citer, ceux qui ont... mais il y avait des gens qui soutenaient des dictatures et pour pouvoir faire passer la pilule, ils ont dit, bon, écoutez, chers amis dictateurs, ouvrez un tout petit peu, vous allez faire venir quelques opposants. Bon, ils sont là juste pour dire que bon, il y a une opposition, mais finalement, dans le fond, elle n'a aucun moyen de pouvoir infléchir une politique arbitraire. Et donc, la plupart de ces oppositions étaient là juste pour faire beau, hein, et faire en sorte que, au niveau international, il y a un maquillage. Pour faire beau. Oui, pour faire beau. Après, vous savez... Ce qui est dit que l'opposition ne joue pas bien son rôle. L'opposition actuelle répond-elle à cette caricature? Ce que je veux vous faire rappeler, Oui. Je suis un acteur politique depuis plus de 30 ans. Donc je sais très bien que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Mais rappelez-vous, en 2001, on a préféré, nous, à la Renaissance du Bénin, faire en sorte que notre candidat se retire de cette mascarade. On a été suivi par le président Adrien Oubédi parce qu'on ne voulait pas cautionner une mascarade au niveau international. Mais on n'est pas les seuls. Vous voyez, les gens ont la mémoire courte quand ça les arrange. L'actuel président ivoirien, Alassane Ouattara, qui est quand même l'un des présidents d'un pays majeur dans notre sous-région, rappelez-vous quand il était dans l'opposition, on leur avait donné un petit os en leur disant au RDR, aller aux élections législatives, et ils ont refusé en disant « mais pourquoi voulez-vous qu'on cautionne ça alors que vous voulez empêcher Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle ?» C'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, le système qui est mis en place par la gouvernance Talon, c'est d'empêcher des gens comme moi ou d'autres de pouvoir nous présenter face à nos concitoyens en disant « voilà ce que nous avons dans le ventre, voilà ce que nous voulons proposer et voilà ce que nous allons faire de différent par rapport à ce qui est fait depuis près de 10 ans. » Kaliou, avez-vous encore le désir irrésistible d'être candidat en 2026 lorsqu'on vous entend à l'instant?
Je vais vous dire, c'est une question majeure. Je n'exclus rien. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas l'être. Mais dans l'état actuel, où on a tout verrouillé, il est difficile de pouvoir se projeter et de dire on va être candidat. Vous vous sentez limité? Bien évidemment, quand on fait en sorte à la fois de donner des parrainages aux prochains candidats, si vous n'avez aucun membre de votre formation politique à l'Assemblée nationale, il vous est difficile de pouvoir concourir à ces élections. Mais ce que je veux dire, messieurs, mesdames, c'est que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un système qui est à la fois mauvais pour notre pays, dans le sens où on a une fracture entre les quelques personnes qui gravitent autour du pouvoir et l'entière majorité de notre population. Et donc, je tiens à rappeler à nos concitoyens qu'il y a à la fois au niveau fiscal, et ça se décline après au niveau social, une injustice. Vous savez, les politiques doivent répondre à des considérations économiques pour emmener leurs concitoyens à un mieux-être. Et vous avez, en tant qu'économiste, deux moyens de pouvoir appliquer une politique juste vis-à-vis de vos concitoyens. Soit vous faites une politique de soutien à la consommation, soit vous faites une politique de soutien à la production. Et je vais m'expliquer. Allez-y. On a une équité par rapport à une taxe que tout le monde connaît, la TVA. Nous la payons tous, qu'on soit consommateur ou qu'on soit producteur. Ça veut dire, vous et moi, quand nous achetons un produit, on le paye et la TVA est appliquée sur le prix du produit que nous achetons. De la même façon, les entreprises sont obligées de reverser à l'État, aux recettes fiscales, cette TVA de 18,6%. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine équité vis-à-vis de l'ensemble de notre population. Mais là où nous nous rendons compte qu'il y a une injustice fiscale, c'est qu'aujourd'hui, depuis l'avènement de la gouvernance talon dans notre pays, la majorité de nos concitoyens, si vous prenez la politique de la production, c'est-à-dire vis-à-vis des PME, PMI, vous avez, on ne va pas rentrer dans les différentes taxes et impôts, mais aujourd'hui, on se rend compte que les prélèvements fiscaux vis-à-vis des petites et moyennes entreprises sont trop importantes. Trop d'impôts tue l'impôt. Et donc, finalement, vous vous rendez compte que la richesse nationale, en termes d'emploi, en termes de recettes fiscales, est moindre. Ce qui veut dire que les PME et les PMI ne bénéficient pas réellement des avantages dont elles auraient bénéficié. Dites-moi, est-ce que vous trouvez juste que 80% de notre système économique est informel? Ceux qui sont donc fortement imposés, c'est les petites et moyennes entreprises dans notre pays. On a fait une réforme fiscale. Ce qu'on a enlevé d'une main, on l'a repris de l'autre. Quand vous écoutez aujourd'hui les PME, PMI, elles vous disent il y a trop d'impôts. Mais dans le même temps, quand vous prenez les grandes entreprises que nous trouvons à Glojigbe, elles ont droit à des exonérations fiscales sur 17 ans, 20 ans. Elles ne paient pas d'impôts. Elles font de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'elles ont des holdings qui sont basés à Jersey, aux Seychelles, et donc elles ne payent pas d'impôts au Bénin. Les entreprises ivoiriennes qui travaillent aujourd'hui au Bénin ne payent pas d'impôts au Bénin. Elles font aussi de l'optimisation fiscale en vous disant « nous payons déjà des impôts en Côte d'Ivoire ». Mais malheureusement, nous savons très bien que ces entreprises qui sont basées en Côte d'Ivoire ont aussi des holdings qui ne payent peu ou très peu d'impôts, même en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que nos compatriotes doivent savoir que cette injustice, elle n'est pas coulée dans le marbre, c'est une volonté politique. Comme je le dis, demain,
dans les mêmes capacités, on va réajuster et faire en sorte que les grandes entreprises payent réellement des impôts au Bénin, qu'elles soient à Glodjibé ou qu'elles soient des entreprises ivoiriennes ou marocaines ou étrangères. Parce que nous devons faire en sorte que l'ensemble des acteurs économiques puissent contribuer à la richesse de notre pays, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. De la même façon, quand vous prenez une politique de la consommation, c'est-à-dire que vous voulez donner du pouvoir d'achat aux consommateurs, vous vous rendez compte que, avec l'avènement du régime Talon, des ménages avaient la possibilité d'avoir des abattements, parce que peut-être que ça ne vous concerne pas, mais un ménage qui a un enfant avait droit à des abattements par exemple de 10%, 2 enfants 15%, 3 enfants 20%, 4 ou 5 et plus 32%. Le régime de Talon a décidé en 2020 d'abandonner cet abattement. Donc vous retirez du pouvoir d'achat à déjà des ménages qui ploient sous le coup d'un marasme économique, et donc ça rajoute, vous voyez, à cette injustice fiscale. Et en dehors de ces insuffisances que vous relevez, qu'est-ce qui a été bien fait selon vous sous ce régime-là, où il n'y a pas du tout de... Non, mais je ne veux pas... Vous voyez, c'est pas... Moi, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce qui a été bien fait, pas bien fait. Oui, mais vous parlez de justice, oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Globalement, moi, excusez-moi, vous me posez une question qui est importante. C'est ce que j'essaie de comprendre. Non, je vous pose une question qui est importante, mais on ne va pas faire comme si on est à la cour de la maternelle et on va se dire, bon, on joue aux billes, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui n'est pas bien fait. Globalement, la politique qui est menée, et c'est ce que je veux expliquer à nos compatriotes, elle est voulue par un gouvernement. Il y a une autre politique. Il faut pouvoir laisser respirer à la fois les entreprises et laisser respirer les consommateurs. Je vous donne un exemple précis. Sous la gouvernance du président Boni Yayi, on a accordé des subventions à des familles au niveau de la santé, aux dialysés. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui tombe malade et qui est obligé de faire des dialyses, c'est 70 000 francs par dialyse. Vous en avez 2 par semaine, 140 000 francs. L'État, oui, peut subventionner et doit subventionner les dialysés. Comme dans le cas des mamans qui accouchaient, on a dit par césarienne, on va subventionner cela. Oui, c'est une politique sociale qui a été mise en place, et je vous donne un exemple précis au Brésil. Pourquoi pensez-vous que le président Lula a-t-il été réélu? Parce qu'il a pu sortir de la pauvreté 40 millions de Brésiliens qui étaient en particulier des Brésiliens noirs par des politiques ciblées, sociales. Aujourd'hui, moi, je considère que la politique qui est faite et qui est menée par le président Talon est une politique brutale, néolibérale, alors que nous sommes un petit pays pauvre et que dans des petits pays pauvres, il faut d'abord s'occuper de ceux qui n'ont pas décidé de naître dans telle ou telle famille, mais qui sont les plus fragiles et qui sont les plus déshérités. L'État doit les accompagner, doit pouvoir les protéger. Dites-moi, en quoi l'État aujourd'hui protège les paysans? Quand les paysans qui travaillent dans des conditions difficiles, vous savez, il y a des gens qui sont dans des bureaux climatisés et qui vous disent, bon ben écoutez, nous, on prend le soja, on en a besoin. Là où les paysans pouvaient le vendre à 500 francs ou 400 francs CFA le kilo, aujourd'hui, on les oblige à le vendre à Glodjibé à 230 francs CFA le kilo. Vous savez, ces gens-là n'ont jamais travaillé la terre. Moi, j'ai été entrepreneur, pendant 5 ans, j'ai travaillé la terre. On doit respecter les paysans, c'est eux qui nous nourrissent. On doit faire en sorte de les accompagner. Et la dernière fois, je discutais avec certains de mes compatriotes, collègues, amis, et je leur disais, en politique, il y a
une notion qu'on ne veut jamais aborder, mais qui est fondamentale. Laquelle? Vous devez aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous n'allez pas faire une politique efficace pour vos concitoyens. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est qu'on ne peut pas quantifier. En quoi consiste l'amour dans ce contexte? Ben, si vous avez de l'amour pour vos concitoyens, vous allez vous dire, mes concitoyens, ils peuvent vendre, je prends un exemple précis, le soja à 500 francs CFA le kilo sur le marché international ou le marché sous-régional. Pourquoi moi, je devrais les obliger à vendre ce soja à 230 francs ou 240 francs CFA le kilo à Global, soi-disant, c'est qu'on le prend pour le transformer. D'accord, ok. Si on dit ça, les richesses des entreprises qui prennent ce soja-là, je vous l'ai dit tantôt, ne payent pas d'impôts, font de l'évasion fiscale, et donc on a un double impact négatif sur les paysans qui voient leurs revenus décroître, mais en plus, malheureusement, elles n'ont pas une aide au niveau des subventions sociales vis-à-vis de leur famille, etc. Donc, je pense que c'est une politique qui est faite par des hommes d'affaires. Gadiou Soglo, vous entendre, vous avez beaucoup d'ambition pour le Bénin. En vous entendre, vous avez quand même beaucoup de thérapies à proposer à l'économie béninoise, mais cela ne peut être possible que si vous êtes quand même dans le jeu de 2026. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec la classe politique béninoise actuelle? Quelles sont vos relations avec le parti politique Les Démocrates aujourd'hui? Et aussi, ma question aura plusieurs volets, vos relations avec Patrice Talon, puisque c'est une la palissade, la famille Soglo et Patrice Talon ont une histoire. Oui, d'abord, je pense que j'ai des bons rapports avec l'ensemble de la classe politique, parce qu'il faut faire en sorte que ça ne soit jamais personnel. Les choses ne sont pas personnelles. Moi, je n'en veux à aucun acteur politique. Même pas Patrice Talon? Non, pourquoi? Les gens proposent des politiques. À nous d'expliquer à nos concitoyens qu'on peut faire différemment et qu'on peut demain donner beaucoup plus de pouvoir d'achat à la fois aux ménages et avec des politiques ciblées aux entreprises. Comme je le dis, nous avons la TVA. Demain, si vous priorisez en disant telles entreprises doivent payer tant d'impôts si elles sont dans une tranche fiscale à temps, les choses sont claires. Donc, pour en revenir à votre question, oui. Je n'ai aucun problème avec l'ensemble des acteurs de la classe politique de notre pays. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le parti politique Les Démocrates? Parce que ces idées que vous vendez aujourd'hui doivent être quand même servies d'être objet de débat avec les démocrates qui sont considérés comme le plus grand parti d'opposition à Patrice Talon, susceptible quand même de compétir pour 2026. Alors, quelles sont vos relations avec ce parti politique d'opposition? Très bien. Vous êtes militant de les démocrates? Non, non, non. Moi, vous savez... Sympathisant? Il faut que les choses soient très claires. Je l'ai dit quand le président Boni Yahi a proposé de me nommer dans son gouvernement il y a quelques années. Je lui avais rappelé que j'étais né renaissant et que je mourrais renaissant. Et qu'en aucun cas, si je venais le soutenir dans sa politique, je ne rentrerais dans son parti, les FCBE, qui était un conglomérat de plusieurs partis politiques. J'en suis resté là. On m'a, comme vous le savez sans doute, exclu de l'ARB, mais comme je le dis encore... Comment avez-vous vécu cet épisode-là? Ah non, pourquoi? Ça fait partie de la vie politique. Moi, je ne me plains pas. Je suis resté droit dans mes bottes en disant simplement, je suis né, je mourrai renaissant. Après, la Renaissance du Bénin aujourd'hui n'existe plus, Gadiou Soglo. Oui, bon, vous savez... Vous voulez la reconstituer? Les artifices juridiques, vous savez, des hommes font des lois. D'autres hommes peuvent venir pour défaire ces mêmes lois. Il ne faut pas avoir peur. Vous en faites partie. Il ne faut pas avoir peur de la traversée du désert. Mais maintenant, pour vous répondre, avec le Parti des démocrates, j'ai des relations avec certaines personnalités de ce parti.
avec lesquels on discute, hein, ils ont, eux, décidé d'aller aux élections législatives et d'avoir des députés. À l'époque, quand on m'avait posé la question, j'avais simplement signifié que moi, je ne cautionnais pas ça, parce que c'était juste de donner une caution, c'est ça? Une caution au président Talon. Bon, maintenant, je n'ai pas la parole... la science infuse. Exactement, la science infuse ou la parole divine. Hein. Maintenant, je sais que nous menons le même combat. Maintenant, comment y parvenir? Chacun de nous prend des chemins peut-être différents, mais on se retrouvera. Est-ce que vous ne pensez pas que l'idéal serait de vous retrouver ensemble, pour réfléchir ensemble? Non, je ne crois pas. Non, alors là, vous savez... Il y a des divergences d'opinion, de point de vue sur des stratégies politiques? On va se retrouver de toute façon en œuvre. Nous sommes dans l'opposition et on œuvre tous pour arriver au même but. Mais pourquoi voulez-vous que on aille forcément dans la même direction alors qu'on n'a pas la même vision politique? Donc vous êtes d'accord pour ne pas être d'accord? On n'a pas la même vision économique, mais on se dit, c'est sous ce régime qu'on a tiré sur des populations, c'est sur ce régime, parce qu'il faut être factuel. Vous voyez, c'est sur ce régime qu'on a tiré sur des gens, c'est sur ce régime qu'on a vu des gens pour des questions politiques mis en prison, c'est sur ce régime ou pendant ce régime qu'on a pu me tirer dessus, ancien ministre, ancien député, fils d'un ancien président. C'est sous la gouvernance Talon qu'on a tiré sur 2 présidents et sur une ancienne première dame. Je crois que ce sont des choses pour lesquelles je continuerai à me battre parce que je considère que la liberté d'expression, elle n'a pas de prix. Vous savez, madame, mon père a été président de la République de ce pays. Je connais, ça fait plus de 30 ans que je fais de la politique. Je mets au défi, je dis bien je mets au défi, n'importe lequel de nos concitoyens de dire que quand mon père a été président de la République, j'ai abusé d'une position déterminante. Parce que nous savons que dans nos pays, quand tu es président, tu es presque un demi-dieu. J'ai été ministre pendant 4 ans. Je n'ai pas abusé de ma fonction de ministre pour enlever telle ou telle personne. Donc, oui, moi je me bats pour la liberté d'expression, pour le fait que des gens puissent avoir des opinions différentes de la mienne et puissent l'exprimer sans qu'on les embastille et sans qu'on puisse les traiter de tous les mots. Mais Gagnou Soglo, on sait que la famille Soglo, je le disais tout à l'heure, a quand même une histoire avec le président Patrice Talon. Alors, le canal est totalement rompu, vous n'avez plus d'autres canevas pour échanger ensemble? Ah ben je ne sais pas, moi je sais, en ce qui me concerne, moi je n'ai pas parlé pour la famille Soglo. Bon d'abord, je vais vous dire, je vous remercie M. Kader, mais je crois que les auditeurs, est-ce qu'ils veulent savoir ce qui se passe dans la famille Soglo ou pas? Les gens savent. Ils souhaiteraient. Ok, bon. Ils souhaiteraient. Les gens savent que le président Soglo a des rapports avec le président Talon. Tant mieux. Par le passé, comparé à aujourd'hui, comment vont les relations? C'est ce qu'on veut savoir. Ah ben, enfin, vous devriez poser la question au président Soglo et au maire. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai Le maire Liadi Soglo, c'est votre frère? Oui. Oui. Moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas parler pour les membres de ma famille. Vous savez, à bientôt 64 ans, je ne suis pas, et je tiens à le dire à mes concitoyens, moi, je m'appelle Gagnou Soglo. Mon père s'appelle Nicéphore, ma mère s'appelait Rosine Vieira Soglo, et mon frère s'appelle Liadi. Mais Gagnou Soglo est un homme indépendant, et qui, oui, il appartient à une famille politique, mais moi, je suis moi, et ça reste là. Donc, pour revenir à votre question, moi, je n'ai aucun rapport avec le président Talon depuis qu'il est devenu président de la République. Voilà. Il représente quoi pour vous, Patrice Talon, avant qu'il soit président de la République? Il était qui pour vous? Je crois que, vous savez, Monsieur Kader, vous voulez m'emmener dans un terrain dans lequel je n'ai pas envie de rentrer parce que pour moi, ça n'a aucune importance. Et je crois que mes concitoyens... Ça a de l'importance, puisque après la politique, des liens doivent quand même subsister. Patrice Talon, après 2026, sera plus président de la République. Écoutez, alors, pour répondre à votre question, et après on va passer à autre chose, quand vous dites des liens,
oui, si vous parlez de lien, on m'a tiré dans ce pays, je vais peut-être vous faire une confidence. Jusqu'à aujourd'hui, ni le président Talon, ni son épouse ne m'ont appelé pour savoir comment j'allais. Bon, donc on ferme la séquence, on passe à autre chose. Moi, je ne suis pas venu pour parler de mes rapports avec le président Talon. C'est pas le plus important. Le plus important, quelle est la politique que mène son gouvernement? On parle de la dette. Peut-être que nos concitoyens ne s'en rendent pas compte, mais chaque enfant qui naît aujourd'hui au Bénin a au-dessus de sa tête 650 000 francs CFA de dette. C'est de ça dont il s'agit. Oui, avant de revenir là-dessus, j'aimerais savoir comment se porte votre frère. Mais là-dessus, j'ai pas de... Vous n'êtes pas en contact Non. Avec Léa Dissoglo. Léa Dissoglo. Comme je vous l'ai dit, les questions familiales, je préfère ne pas les aborder. Parce que je pense qu'il faut respecter nos auditeurs, nos concitoyens. Et vous voyez, moi, les questions privées, j'aime pas les aborder. Et si vous le permettez, je préfère qu'on ferme ça. Tout ça n'est pas très important, en tout cas pour moi. Et donc, passons à autre chose. Vous avez parlé de la dette tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez? La dette, vous voyez, d'abord, il y a une opacité de la dette. On ne sait pas exactement si cette dette sert à des investissements structurants. Oui, le seul investissement structurant que nous avons, c'est Aglo-Djiboué. On ne sait pas. C'est un bel investissement. Oui, mais attention. Est-ce qu'il participe au PIB de notre pays? Oui, dans une certaine mesure, mais pas pour les Béninois, dans leur globalité. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas qui sont les actionnaires de ces entreprises. On sait qu'elles ont droit à des exemptions importantes, qu'elles payent peu ou prou d'impôts, que le Code du travail met dans une situation difficile les travailleurs, qui sont pratiquement dans un esclavage moderne, parce que quand vous n'avez aucun droit, on a beau dire que c'est une réforme, pour moi, c'est un recul. Quand les gens, si vous avez des enfants avec lesquels vous vous êtes endettés pendant des années pour qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient de l'instruction, un diplôme, et que demain, ils arrivent dans une entreprise et qu'on peut les foutre dehors du jour au lendemain sans aucun droit, sans même leur dire pourquoi on les met dehors, et on leur serre la main en leur disant, bon, à la rigueur, tu as 6 mois de salaire, allez, circule, il n'y a rien à voir. Moi, je ne crois pas que ça soit une avancée, c'est un recul. Donc, la dette, elle est opaque, mais pire, quand vous rentrez dedans, et je ne veux pas non plus trop bassiner les oreilles à nos concitoyens qui ne sont pas forcément des financiers, des économistes. Justement, parce que... Mais il faut vous dire que, comme je le dis, aujourd'hui, 70% de notre budget sert à rembourser les intérêts de la dette. C'est énorme. Ça veut dire que sur des pans entiers de l'économie de notre pays, l'éducation, la santé, Madame Dissoglo, que dites-vous des institutions de Bretton Woods qui félicitent la santé de l'économie béninoise? Alors, vous savez, je vous remercie, Monsieur Kader, c'est une très bonne question à vous poser. Moi, j'ai la chance d'avoir un père qui a été 8 ans administrateur de la Banque mondiale. Les gens de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il faut que nos concitoyens sachent quelque chose. Ce sont des fonctionnaires internationaux. Quand ils viennent dans notre pays ou dans d'autres pays, on l'a vu dans le cas du Sénégal, où il y a un scandale qui vient d'éclater, les documents, les statistiques sur lesquels ils travaillent, ce n'est pas eux qui vont dans un pays, qui s'asseyent pendant des mois pour faire une revue d'effectifs. Ils s'appuient sur les statistiques que leur donnent les gouvernements. Je tiens à rappeler à nos concitoyens qu'un grand pays comme la France, 5e ou 6e puissance économique mondiale, l'ancien Premier ministre, M. Barnier, qui n'est resté Premier ministre que pendant 3 mois, a révélé quoi aux Français? Que pendant des années, l'ancien ministre de l'économie et des finances avait maquillé des comptes, d'accord? Et que quand il est arrivé au pouvoir, en tant que Premier ministre, il a vu une dette abyssale qu'on avait maquillée. Alors,
Vous savez, le satisfecit de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, mais c'est un satisfecit qu'il faut prendre de façon très mesurée. D'abord parce qu'eux-mêmes vous disent, c'est avec vos chiffres qu'on fait une revue d'effectifs. On l'a vu aujourd'hui au Sénégal, avec une dette cachée de plus de 7 milliards de dollars, les problèmes que ça engendre au nouveau gouvernement, parce que l'État étant une continuité, vous ne pouvez pas dire « je balaye d'un revers de la main les dettes qu'a contractées le précédent gouvernement ». Vous êtes obligé, sinon les bailleurs de fonds vont vous tomber dessus et vont vous couper le robinet. D'accord? Donc, quand on relativise, il faut relativiser, et comme je le dis, quand vous avez affaire à des néophytes, vous pouvez leur faire passer tout et n'importe quoi. Moi, comme je l'ai dit, la question de la dette, ça fait des années que j'en parle dans notre pays, où je dis attention. Cette dette, elle est dangereuse. Pourquoi? Vous vous rendez compte que 80% de notre dette est une dette extérieure et non pas une dette intérieure. Quand vous avez une dette intérieure qui est gagée sur les épargnes de vos concitoyens, sur les fonds de pension dans les assurances ou dans les banques, vous pouvez diminuer un risque de taux de change, alors que ce n'est pas le cas si 80% de votre dette est libellée sur des emprunts extérieurs. Sur ces emprunts extérieurs, 60% est en euros, 10% est en dollars et 20 ou 30% en francs CFA. Ça conditionne. Il faut bien comprendre que demain, si vous avez... vous savez, j'ai été trader ou plutôt cambiste sur les marchés financiers. Un demi-point, je dis bien un demi-point de différentiel de taux d'intérêt a des conséquences énormes en termes de valeur par rapport au risque de change. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si demain, les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui assez stables augmentent brutalement, que ce soit en dollars ou en euros, votre dette, en tout cas les intérêts de votre dette, vont être doublés, voire triplés. Êtes-vous en train de dire par là que le Bénin est surendetté? Vous savez, en un mot. Mon point de vue personnel, on peut être dans une situation critique. Okay. Oui, mais comme je vous le dis, là encore, je suis un économiste, je vais essayer de chercher des éléments, mais comme il y a une opacité au niveau de nos gouvernants, qui ne jouent pas la transparence, donc on ne peut faire que des extrapolations. Mais on va chercher à avoir des informations? Oui, on essaye, mais bon, c'est pas si simple. Mais on se dit simplement que ce qui est arrivé au Sénégal est très probablement ce qui peut arriver au Bénin. Maintenant, comme je dis, il faut que les gens se rendent compte que cette dette, elle n'est pas structurante. C'est-à-dire que ce n'est pas une dette qui s'appuie dans des secteurs comme la santé. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a une forte inégalité au niveau de la santé dans notre pays. L'OMS nous dit qu'il faut à peu près un médecin pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, nous avons un médecin au Bénin pour 14 000 habitants. Et ce chiffre gonfle à un médecin pour 25 000 habitants dans le nord de notre pays. Dans le même temps, vous avez droit, l'OMS encore, nous dit qu'il faudrait à peu près 6 infirmiers ou sages-femmes pour 10 000 habitants. D'accord? C'est la norme. 6 infirmiers, non, 14 infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants. C'est la norme en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, au Bénin, vous avez 6 infirmiers
et sage-femme pour 10 000 habitants. Il y a une faillite. Donc cela a des avantages, parce que le secteur sanitaire. Sanitaire. Parlant du secteur sanitaire, il y a quand même le CHIC qui a vu le jour sous Patrice Talon. Gaynou Soglo qui a quand même effectué, qui avait effectué quand même beaucoup de voyages, qui avait vu beaucoup de choses à l'étranger. Oui. N'est-ce pas quand même une belle initiative, le CHIC? Oui, mais ça prouve simplement, ça ne fait que montrer les inégalités que nous constatons à la fois... Elles sont évidentes, ces inégalités. Non, mais attendez, d'abord, l'État est une continuité. Il faut rappeler à nos concitoyens que c'est sous le président Yahi Boni qu'on a signé pour cet hôpital. Mais il faut aussi rappeler que 80% du financement de cet hôpital a été effectué par les Français. Et vous savez pourquoi? Parce que les Français ont considéré que dans la sous-région, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de populations allaient se faire soigner en France et soit rester là-bas, ou soit, des fois, ne payaient pas les frais occasionnés par leur évacuation. Donc, ils ont décidé de financer un hôpital de référence à 80% et l'État béninois a mis 20%. Bon, on applaudit aujourd'hui, mais bon, c'est un dossier qui a été validé sous la gouvernance du président Yahi Boni. L'État est une continuité, il s'est terminé sous Patrice Talon. Mais là encore, vous avez vu les prix d'abord, un hôpital qui s'appelle Chic, c'est un peu une gageure, hein. Excusez-moi, bon, c'est un pléonasme, oui, pour un hôpital n'est jamais très chic. Monsieur permettez-moi de revenir à... Vous parliez de l'ancien ministre français Barnier tout à l'heure. Cela rappelle, il a fait 3 mois de gestion, vous avez dit. Cela me rappelle un peu un schéma de l'ancien, désormais ancien ministre Paulin Abonaïssi, qui a été quand même pendant 6 mois dans le ministre secteur de l'énergie, de l'eau et des mines. Et on aimerait savoir, c'est quoi votre avis ou votre opinion, votre observation sur son limogeage, son remplacement et l'actualité le concernant en général? Écoutez, c'est un monsieur, moi je ne le connais pas personnellement, mais d'après ce que j'ai cru lire, c'est quelqu'un qui est expert comptable ou auditeur de son État. Donc, s'il a pu affirmer avec autant de véhémence des choses qui sont assez graves, c'est pas non plus quelqu'un qui est un néophyte. Comme je vous le dis, c'est un expert comptable, un auditeur. Donc, je présume qu'avant de parler, il a dû avoir des éléments probants pour dire tout ce qu'il a dit. C'est assez déplorable, mais bon, je pense que on lui a tapé sur les doigts, puisque après il a fait acte de contrition en demandant pardon, etc. Bon, écoutez. Gaynou Soglo, on va revenir en politique, on va parler politique beaucoup plus. On a constaté que vous êtes très passionné par les questions d'économie. Il est difficile quand même de vous enlever de sur ce terrain-là, mais il y a une évidence, c'est qu'en 2026, les Béninois feront face à un grand rendez-vous, un rendez-vous majeur. Des élections générales, la première fois organisées au Bénin. Les enjeux politiques sont colossaux. Et beaucoup de choses vont se faire jouer. Vous, en tant qu'acteur politique, vous l'avez rappelé tout à l'heure à maintes reprises, que vous êtes en politique il y a plus de 30 ans. Vous savez qu'à l'approche de tel rendez-vous, il y a des échanges qui se font entre acteurs politiques, des compromissions, si on peut le dire même parfois, ou des compromis tout au moins. Alors, Gaynou Soglo, lui, ses compromis sont avec Boni Yahi? Moi, je n'ai aucune compromission avec qui que ce soit. Compromis d'abord. Bon, compromis... Je n'ai aucun compromis avec que ce soit le président Boni Yahi ou avec le président Mbeki. Ce sont des personnalités importantes. L'un a été chef de notre État pendant 10 ans. L'autre a été à maintes reprises président de l'Assemblée nationale. Oui, aller les rencontrer, discuter avec eux, je pense que c'est utile. On apprend tous les jours, ils ont une expertise, une expérience que je n'ai pas. Et donc, il est clair que quand on voit les enjeux, comme vous le dites, moi je dis, on a mis en place un système, on a joué avec cette soi-disant réforme du système partisan pour exclure, pour empêcher des gens de pouvoir compétir et pour pouvoir avoir la mainmise sur
l'économie de notre pays. Parce qu'au-delà des questions politiques, hein, parce qu'on parle de politique, mais je vais être trivial. Derrière tout ça, là, derrière cet enfumage, parce qu'il faut parler d'enfumage, d'accord? Parce qu'on crée des... Non, tout ça, là, ok, c'est de l'enfumage, mais derrière cet enfumage, il y a une réalité. Qui enfume qui? Il y a une réalité, c'est l'économie. Monsieur Kader. Oui, vous avez parlé d'enfumage. Oui, derrière l'enfumage. Oui, qui enfume qui? Mais écoutez, il y a bien quelqu'un qui enfume quelqu'un. Oui, justement, qui? Oui, bon. C'est Gagné Soglo qui enfume? Non, moi j'enfume personne. Qui vous enfume, vous? Mettez des noms sur les propos. Non, je dirais, ceux qui nous enfument aujourd'hui, c'est ceux qui sont au pouvoir, qui font passer une loi électorale. Mais dites-moi, on a tous entendu, moi je ne suis pas un expert, je ne suis pas un juriste comme ma mère, je ne suis pas un expert comme Monsieur Jean-Baptiste Elias, mais je me rends compte de quelque chose. Là où on devrait pouvoir faire simple, on enfume les gens. Dites-moi, parce que c'est de l'enfumage ça, ce code électoral, où au départ, même s'il n'était pas merveilleux, mais on avait un système qui tenait la route, où dans le code électoral, on s'appuyait sur ce qui était dans notre Constitution, à savoir une proportionnelle à 10%. Hein, et donc quelqu'un pouvait se lever, un parti politique, et se dire, ok, je n'aurai pas des voix, je n'aurai pas de députés au nord, mais je vais en avoir dans le Lemay, je vais en avoir un peu à Cotonou, j'en aurai pas dans le Mono, mais je représenterai les électeurs qui ont voté pour moi. Aujourd'hui, pour corser le tout, il y a quelques personnes qui sont chez eux, dans leur salon, et qui réfléchissent en disant, bon, comment je peux enfumer et parvenir à faire en sorte que les gens ne puissent pas aller aux élections. Bon, on fait d'abord les 10%, mais après on dit, ah non, 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 pour corser le tout, c'est 20% dans chaque circonscription. Mais ceux qui sont les deux mamelles du pouvoir du président Talon, les deux mamelles? Oui, les deux mamelles. Bon. Ah bon? Le BR et l'UP, bon, peuvent s'entendre pour former une coalition et pour pouvoir nous enfumer, pour pouvoir rester au pouvoir ou envoyer des gens dont les populations n'auront pas forcément voté pour elles. Et donc, vous voulez que nous, on se fasse entuber là? Excusez-moi, et j'entends un terme qui est inapproprié, mais pour dire, mais on t'entube et tu vas devoir sourire et dire, ah oui, 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 ce que tu fais est normal. Non, ce n'est pas normal. Faut-il donc réviser, procéder à la relecture de ce code ou l'annuler? Non, mais écoutez, si on veut préserver la tranquillité dans notre pays et si on veut être sérieux, on n'a qu'à faire en sorte, qu'est-ce qu'il y avait de différent entre 2016, ce qui a permis au président Talon d'être élu normalement, ce qui n'a pas été le cas en 2021, mais il faut reconnaître, en 2016, c'est ce système qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Dites-moi, il était si mauvais que ça? Non, il n'était pas si... Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas merveilleux, ce système. Non, mais d'accord, mais... Il y avait une nécessité de réforme. Non. Ce qu'on a demandé... Est-ce que le nombre de partis politiques qu'on avait au Bénin autrefois, Gagné Soglo en tant qu'acteur politique, oui, regarde votre parcours quand même respectable, est-ce que vous aussi, si vous avez pris le pouvoir en 2016, vous n'auriez pas jugé utile d'effectuer des réformes dans ce secteur? Là, je vais vous dire, la réforme fondamentale que nous souhaitions, c'était le financement des partis politiques. Mais dites-moi... C'est opérationnel aujourd'hui, non? Oui, mais dites-moi, il y avait plus de 200 partis politiques au Bénin. Est-ce que c'est la loi qui a emmené des partis politiques de se regrouper autour de cette formation politique qu'on a appelée l'un? Vous vous rappelez? C'était des formations politiques qui se sont regroupées et qui ont formé l'un. De la même façon, il y a des formations politiques qui se sont retrouvées, ce n'est pas la loi qui les a contraints, c'est eux-mêmes qui se sont dit on va se retrouver autour des FCBE. Mais soyons sérieux, vous avez 200, 300 partis politiques. En quoi c'est dérangeant? Car on a constaté quoi pendant près de 30 ans? Qu'il y avait finalement à l'Assemblée nationale entre 5 ou 7 partis réellement représentés.
Vous savez, en France, on parle toujours de la France, on la cite quand ça nous arrange, mais il y a plus de 200 partis politiques. Mais combien sont à l'Assemblée nationale? Il y en a très peu. Donc pourquoi par la loi? Vous voyez, ce qui est détestable chez nous, c'est qu'on se sert de la loi pour restreindre les gens. Vous voyez, il n'y a que chez nous qu'on voit ce genre de choses. C'est-à-dire que la loi, on se sert de la loi pour à la fois faire ce système de parrainage, mais ce système de parrainage, demain, il me frappe aujourd'hui moi, mais il frappera toutes les personnes qui vont venir, qui n'auront pas eu la chance d'avoir des formations politiques avant leur création. Et donc vous allez voir quoi? Un système où ce seront toujours les mêmes qui seront toujours là. On ne peut pas accepter ça. Ce qui veut dire que le système, la réforme du système partisan appauvrit le totalement. pluralisme. Merci. Il appauvrit le pluralisme. La réforme du système partisan était là pour amener plus de transparence, d'équité et de pluralisme. Aujourd'hui, on voit totalement le contraire. Donc, mais Gagnon Soglo, vous aujourd'hui, lorsqu'on vous entend parler en filigrane, est-ce que vous avez l'ambition de mettre sur les fonds baptismaux une formation politique ou de ressusciter la Renaissance du Bénin? Vous savez, ma mère est morte dans mes bras. Et la seule chose qu'elle m'a demandé, ni mon père, ni mon frère n'étaient là, malheureusement. Et je vous remercie parce que je tiens à rappeler à mes concitoyens que Gagnon Soglo n'acceptera pas que le 25 juillet 2025, il y ait des regroupements touchant à la mémoire de ma mère sans que nous en soyons informés. On ne va pas galvauder la mémoire de Rosine Vieira Soglo sous l'autel des intérêts politiques de gens qui vont rappeler sa mémoire, son combat, sa vigilance, son honnêteté, son intégrité. Et je dirais que moi qui ai emmené pendant ces dernières semaines, ces derniers mois ma mère dans sa dernière demeure, je resterai vigilant. Maintenant, pour répondre à votre question, comme je le dis, ma mère est décédée dans mes bras. Et elle m'a fait lui jurer deux choses. La première, c'est que je m'occupe de mon père. Et c'est pour cette raison que je vis chez mon père. C'est elle qui me l'a demandé. La deuxième, c'est de tout faire pour que sa formation politique ressuscite. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je peux vous certifier que je tiendrai mon engagement vis-à-vis de ma mère, quel qu'en soit le prix. Et la politique, elle n'est pas faite pour les enfants de cœur. Je tiens à vous dire que c'est quelque chose d'important. On y perd la vie, on va en prison. Certains de nos concitoyens sont en prison. Mon engagement politique a failli me coûter la vie. Nonobstant ce que le gouvernement a voulu faire croire à mes concitoyens de façon totalement vile et déplacée, que on ne m'avait pas tiré dessus, que je voulais soi-disant me tirer la couverture à moi. Mais je rappellerai à celles et ceux qui ont dit ce genre d'énormité et de bêtises que mon père a été président de la République, mais je ne me suis pas prévalu de quoi que ce soit quand il l'était. Et donc, la politique, elle est sérieuse. Et parce que vous battez pour un idéal. Et moi, mon idéal, c'est les gens. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'aime les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous n'allez pas vous battre pour eux, même au quotidien. Vous n'allez pas leur donner de la considération, de l'amour. Vous allez peut-être rire, mais sans amour, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision. Vous, votre âme, c'est l'amour. Je dirais que mon âme, c'est le fait que je n'ai pas choisi de naître dans la famille de Rosine et Vieira Soglo, de Nicéphore et de ma mère. C'est une loterie. Pourquoi, selon vous, la RB doit-elle être ressuscitée? Parce que la RB a une âme. Et cette âme, c'est d'abord et avant tout
Rosine Virasolo. L'honnêteté, la parole donnée, l'intégrité. Vous savez, j'ai été 4 ans ministre. Si aujourd'hui je peux venir sur votre plateau, m'exprimer librement, je n'ai rien volé. Et donc je peux m'exprimer. Si mes parents ont pu s'exprimer librement, ils n'ont rien volé. On est au service du peuple. D'accord? Sinon, on fait autre chose. On fait des affaires, on gagne de l'argent. Mais vous ne pouvez pas rentrer en politique, comme trop souvent dans nos pays, c'est pour vous servir. Quand moi je vois des acteurs politiques de là où ils viennent, ça ne veut pas dire que tous sont comme ça. Mais certains de là où ils viennent et comment ils construisent leur maison, vous vous dites, mais le monsieur, c'est quoi son métier? Qu'est-ce qu'il a fait lui pour... On ne veut pas se poser ce genre de questions. Comme les populations sont pauvres, elles détournent le regard et se disent, bon, c'est pas grave, chacun prend son compte et chacun vient à la marmite. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. La gestion publique n'est pas une gestion privée. Fondamentalement, il y a une grande différence. Gagnon Sogolo, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Une ou deux petites questions pour conclure cette émission. On dit que 2026, pour la plupart des observateurs de la classe politique, sera un duel par procuration entre Patrice Talon et Boni Yayi. Qu'est-ce que vous en pensez et que préconisez-vous? Écoutez, c'est les deux acteurs majeurs. C'est les deux anciens présidents de notre pays. L'un est... sortant. Enfin, l'un est actuellement là. Hein, sortant, c'est vous qui le dites. Vous ne croyez pas que Patrice Talon est partant? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais ça, c'est mon point de vue. Quels sont les signaux qui légitiment votre posture? Vous savez, monsieur Kader, quand notre président nous a certifié qu'il était là pour un mandat de 5 ans, la main sur le cœur, jurant devant nos populations, je faisais partie de ceux qui ont toujours pensé que, bon, enfin, il allait... mais pour le mandat unique, constitutionnellement, il pourrait faire un second mandat. Là, aujourd'hui, est-ce que constitutionnellement... c'est pas une question... Est-ce que constitutionnellement, à l'heure actuelle, vous savez, monsieur Kader, Patrice Talon peut faire un troisième mandat? Je me rappelle ce que ma mère lui disait. Mais, monsieur le Président, pourquoi voulez-vous couler dans le marbre cette question d'un mandat unique? Si vous voulez faire 5 ans, vous faites 5 ans, et au bout de 5 ans, vous partez, vous soutenez peut-être le candidat de votre choix, et le peuple avisera. On nous a bassiné les oreilles pour ce mandat unique, pour finalement voir en 2021 des candidats embastillés, en 2019 on tire sur des gens, et vous voulez me faire croire à moi que le président aujourd'hui, la main sur le cœur, il dit tout... Selon ses propos et selon ses militants, il a été... Sa réélection a été suscitée. Madame, oui, bon, sa réélection a été suscitée. Bon. Vous savez, ça, je crois que quelque part, dans votre âme et conscience, vous ne croyez pas en ce que vous dites, parce que on peut susciter des gens qui vont crier et vous dire, bon, vous voyez, on a vu ça sous des anciens présidents, les Mobutu, etc. Bon, on suscitait, on criait pour eux. Bon, on sait comment ça se passe. Mais je veux dire, plus sérieusement, quelqu'un qui vous dit, alors que vous ne lui dites rien, vous ne lui demandez rien, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, il fait le contraire. Mais dites-moi, vous savez, les Blancs appellent ça le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, tu finis par aimer celui qui te fait du mal. Mais moi, je n'ai pas le syndrome de Stockholm. Hein. Quelqu'un qui m'a expliqué 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'il allait faire ça, mais qui fait totalement à 360 degrés le contraire. Donc, vous voulez que... pas ses promesses. Non, mais attendez, mais c'est pas... ce que nous disons est factuel. Mais on est convaincu d'une chose, Gagnon Sogolo, vous êtes d'accord avec moi sur ce point, qu'à l'heure actuelle, constitutionnellement, Patrice Talon ne peut pas... C'est vous qui le dites. Je vais vous donner un scénario improbable. Je vais vous donner un scénario improbable. Avec la loi électorale, des 20%, 10%, on peut arriver à un casus belli. Et là, on se dit, waouh, aucune formation ne peut aller à l'Assemblée parce que personne n'a... n'a obtenu les 20%. Voilà. On est éligible au partage des sièges. Voilà. Et donc, qu'est-ce que peut dire la Cour constitutionnelle? Ah, on va devoir reprendre les élections. Les députés vont devoir revoir la loi. Donc, on redonne à nos députés quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour réfléchir à une nouvelle loi. Et de facto, le chef de l'État, il va rester puisque la situation, elle est bloquée. Vous savez, je ne veux pas être un apprenti sorcier, mais je vous invite à lire
le livre que j'ai écrit suite à ce que j'ai vécu. Dans ce livre, je disais, le prochain président de la Cour constitutionnelle sera tel monsieur. Quand je l'écrivais, certains de mes compatriotes ont lu ça, quand je leur ai montré, ils m'ont dit, mais comment tu peux écrire que ce monsieur-là sera le prochain président de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle. Mais je dis, mais vous savez, le président Talon nous connaît, et moi je le connais aussi un peu. Et je sais que ça va être ce monsieur. Et 1 an plus tard, c'était ce monsieur qui est devenu président de la Cour constitutionnelle. Je vous dis, on peut en arriver à une situation de blocage. Si nous avons une situation de blocage, ben, dans 2-3 ans, on sera là encore pour refaire la loi. Alors, Gano Soglo, avant de conclure cet entretien, on va quand même vous interroger sur vos ouvrages. C'est vrai qu'il est quand même difficile de vous avoir. Alors, Monsieur Kader. Une fois qu'on vous a, vous avez écrit des ouvrages récemment. Vous avez écrit un après ce qui vous est arrivé, de façon sommaire et expéditive. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'acheter cet ouvrage-là ou de le lire, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Moi, ils peuvent retenir que j'aime mon pays et que la famille Soglo est une vieille famille de notre pays. Et qu'au-delà de Nicéphore Soglo, du général Soglo qui a été président, la famille Soglo a toujours été à côté des rois d'Abomey. Et donc, dans cet ouvrage, c'est ce que je rappelle à travers mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père. Et aussi, je relate ce qui m'est arrivé et j'ai un regard critique de la gouvernance du président Talon. Et je termine avec cette note d'espoir en disant qu'il faut y croire. Vous savez, ça peut durer le temps que ça va durer. Mais si on y croit dans son cœur, si on a la conviction qu'on ne se bat pas pour soi, mais pour les autres, à un moment donné, les mains de nos ancêtres, Dieu vous accompagne dans ce combat. Moi, j'ai pas peur de la traversée du désert. C'est pas facile, c'est pas évident. Vous prenez des coups, vous êtes souvent seul, mais c'est une trajectoire qui est louable quand on aime son pays et surtout quand on veut du bien à ses concitoyens. Le président Patrice Talon a été victime d'une tentative de coup d'État. Comment avez-vous vécu cet événement, Gano Soglo? Si c'est avéré, je trouve ça totalement déplorable. D'autant plus que ça vient de ses plus proches. Et donc, on devrait pouvoir emmener à un changement sans arriver à faire des coups d'État. Je pense que ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est vous qui avez la clé. C'est vous les vrais acteurs. Oui, un pouvoir peut vous embastiller, peut vous faire peur. Mais si vous êtes dans votre droit, si vous pensez que ce que vous vivez n'est pas juste, vous devez vous exprimer et le dire clairement. Le dire clairement. Et donc, c'est donc ça le message que vous pouvez le passer à quelques mois des élections générales de 2026. Oui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et à Ricky Madougou, Jolo Frédéric Aïvo et à Sébastien Germain Javon, Léa Di Soglo, Valentin Agassou-Dianotin, qui espèrent quand même une inversion de la situation. Est-ce que vous pensez que l'opposition actuelle, avec les démocrates, ont les leviers conséquents à une loi d'amnistie pour sortir Ricky Madougou de prison? Je l'espère. Vous savez, on le souhaite. Mais c'est par le combat qu'on va y arriver. Parce que quand j'entends... Quel combat? Le combat républicain. Mais le combat républicain passe très souvent aussi par la rue. Mais je vais vous dire, quand j'entends... Quel type de rue? Quand j'entends le président de la République nous dire que le pardon est une faute, alors que lui-même a eu la chance d'être pardonné par un ancien président, c'est nous dire le chemin, le gap qu'il y a et qui nous reste à accomplir. Mais je crois, moi, dur comme fer, que le peuple est souverain. Si ce peuple désire ardemment un changement, il arrivera. Vous savez, pour terminer, dans cette loi électorale, si on disait à 19h, à 20h, M. Kader, les bureaux de vote ferment et chacun compte, alors là, vous aurez ce qui s'est passé au Sénégal, au Bénin. Mais comme les gens ne veulent pas ça, on vous dit « Ah non, 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 il ne faut pas compter dans les bureaux de vote ». Vous trouvez ça normal? Nous devons nous battre pour ça, pour faire en sorte que demain, dans chaque bureau de vote,
on puisse compter le nombre de voix qu'aura tel ou tel candidat.